On va partir à Marseille, où se trouvent nos équipes, Célia Barotte et Laure Para. Bonsoir Célia, vous êtes sur place pour un portrait très important dans la lutte contre le narcotrafic. Il s'agit de celui de Félix Bingui, le chef du clan Yoda, un des gros clans mafieux du narcotrafic opposé à la DZ Mafia. Rappelez-nous, alors il comparait avec 19 autres co-prévenus et il risque jusqu'à 20 ans de prison. Célia, c'est bien ça? Oui, Laurence, il risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement puisqu'il est en état de récidive. Il a 13 mentions à son casier judiciaire, 13 mentions, dont 6 pour des infractions, pour des délits qui ont été effectués entre son âge de 16 ans et 18 ans. Donc voilà, c'est un récidiviste. Ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à la justice. Aujourd'hui, il a répondu à l'ensemble des questions que les différentes parties lui ont posées, notamment sur sa personnalité, sur son parcours de vie. Il a expliqué qu'il avait eu des mauvaises fréquentations. Il a expliqué également que sa détention au Maroc, mais aussi à la prison de Toulon, c'était dans des conditions très difficiles. Il a expliqué que là, sa détention provisoire dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil était aussi compliquée, mais qu'il appréciait aussi ce régime où il peut être en promenade avec 5 autres détenus, qu'il avait aussi accès à des activités sportives. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré et que c'était moins difficile qu'au Maroc. Alors un procès aussi organisé avec un gros dispositif de sécurité, des escortes, voilà, et des agents sont cagoulés dans le box. Il y a aussi 19 autres co-prévenus qui vont devoir s'exprimer, donner leur version des faits. Un procès qui doit se terminer le 5 juin prochain. Merci beaucoup Célia Barotte, Laure Para. On rappelle, Éric Revel, qu'on a réussi à obtenir l'extradition de Félix Bingui grâce au rétablissement des relations avec le Maroc, Oui, qu'il a extradé. voilà. Donc ça, c'était pour Oui, le oui, petit, qui le n'ont pas petit toujours point. été au beau Voilà, fixe, vous en exactement. souvenez, De je le temps en rappelle temps, tout à l'heure. ça sert d'avoir des relations apaisées. Écoutons le commissaire divisionnaire Éric Antonetti de Marseille, qui lui a fait le parallèle entre ce qui s'est passé à Nice, vous vous rappelez la fusillade la semaine dernière, 2 morts, 6 blessés dans le quartier des Moulins, et Marseille. Évidemment, il y a une connexion avec le milieu du narcotrafic. Ce fait s'inscrit très certainement dans une montée de tension entre deux équipes de narcotrafiquants, ceux des quartiers est de la ville et ceux des Moulins, puisque deux événements sont venus quelques jours avant, se sont produits et peuvent expliquer ce passage à l'acte. Le 8 mai, il y a eu finalement une attaque d'un commerce de nuit, boulevard Paul Montel, dans le quartier des Moulins, avec armes et explosifs. Et le lendemain, comme une réplique, des tirs sur un guetteur de 15 ans dans le quartier est de la ville. Voilà pour le commissaire Antonetti, Louis de Ragnel. Il y a évidemment des actions concertées, connectées entre toutes ces mafias. Il y a ce procès à Marseille, il y a ce qu'on tente d'obtenir de l'Algérie. On est dans un climat où la lutte contre le narcotrafic, elle est absolument primordiale. 80%, je le disais, du territoire français est touché aujourd'hui par le narcotrafic selon un rapport de la Cour des comptes. Ce qui est vrai, c'est que c'est une lutte à mort qui doit être menée. On voit que le politique essaye de la mener de manière très honnête. Enfin, il n'y a pas d'absence de volonté de le faire. En revanche, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le cadre actuel est suffisant pour se donner les moyens, pour essayer d'éradiquer ce que d'autres pays, d'ailleurs la plupart des pays, n'ont jamais réussi à éradiquer. C'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, la difficulté supplémentaire de la France, c'est que jusqu'à il y a 6-8 mois, la France était un pays d'importation de drogue. Et maintenant, figurez-vous, depuis quelques mois, la France est aussi devenue un pays d'exportation vers d'autres pays européens. Et donc, vous avez des puissances derrière qui ont quasiment des puissances parfois militaires, qui ont énormément d'argent, qui ont des moyens, des drones sous-marins, et ils agissent sous forme de commando, mais quasiment avec les mêmes moyens que la police, la gendarmerie. Donc voilà, tout l'enjeu pour les forces de l'ordre, c'est à la fois d'essayer de ne pas perdre la main, de ne pas lâcher complètement, de ne pas être dépassé. Et puis, du point de vue des magistrats, eh bien, c'est de taper le plus fort possible, de taper les têtes les unes après les autres. Mais le problème, c'est que ça repousse quasiment aussi vite que les têtes sont coupées. Voilà, mais tout l'enjeu, c'est pour ça que derrière tout ça, il y a une réforme très importante. C'est vraiment la réforme de la police judiciaire, c'est renforcer l'investigation en France. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu malheureux. Avant, vous savez, c'était un peu l'aristocratie de la police. Maintenant, je ne dis pas que c'est devenu le parent pauvre, mais c'est une filière qui n'attire plus les vocations. Et donc, il faut renforcer urgemment cette filière. Écoutons Béatrice Brugère, elle était notre invitée ce matin, magistrate. Elle souhaite un plan Marshall pour lutter contre le narcotrafic.
Les moyens sont extrêmement importants. Je rappelle encore, et je crois que vous allez bientôt avoir le garde des Sceaux, que le budget, c'est aussi ce qui va nous donner les moyens de pouvoir lutter contre ces organisations criminelles. Le budget n'est sans doute pas encore à la hauteur des enjeux. Les magistrats font ce qu'ils peuvent, s'organisent, mais il y a quand même une question de moyens humains et de moyens financiers, de moyens techniques, sur lequel un vrai plan Marshall serait, à mon avis, nécessaire. Dans un pays qui est malheureusement endetté très très fortement. Oui, mais après, c'est une question des priorités parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment évalué le coût du crime. Il faut bien comprendre que le crime nous coûte peut-être plus cher que l'investissement que l'on ferait. Éric Revel, le crime nous coûte plus cher que, évidemment, l'investissement dans la justice et la police. Oui, alors moi j'aborde toujours un sujet qui n'est pas souvent abordé, qui est l'aspect financier quand même des choses, des grands narcotrafiquants. Je ne vous parle pas de ceux qui sont guetteurs et qui se prennent des rafales de Kalachnikov à Nice ou à Marseille, mais je vous parle des têtes, des cerveaux qui souvent d'ailleurs vivent à l'étranger. Tous ces gens-là, ils placent leurs centaines de millions de dollars ou d'euros dans des places financières offshore. Or, vous avez une coopération internationale au sein de l'OCDE qui s'appelle le GAFI, qui dresse des listes noires de paradis fiscaux qui sont le réceptacle de tout type d'argent, dont l'argent de la drogue. Écoutez, si les pays occidentaux, parce que c'est une lutte internationale, on l'a compris, vous laisse donner les moyens. Et pourquoi ils ne tapent pas directement au portefeuille des comptes de ces grands narcotrafiquants qui placent leur argent dans des places offshore qui parfois d'ailleurs sont plus ou moins liées à des grandes économies mondiales, vous voyez ? Gauthier Lebret, on parle de la lutte contre le narcotrafic, tout le monde est d'accord là-dessus, mais pour taper fort, il faut en assumer les conséquences. Voilà. Et qui est prêt à payer le prix politique d'un embrasement des quartiers, de morts dans la population civile ? Pas grand monde, évidemment. Actuellement, au sommet de l'État, absolument personne. Personne, parce qu'on parle de guerre sans cesse, les politiques, quand ils prennent la parole, il faut faire la guerre l'État contre ne reculera pas. Le narcotrafic. Pour le moment, les victimes, elles sont que d'un seul côté. C'est celle du narcotrafic, on l'a vu encore à Nice ou à Nantes. Je vois pas les dealers mis hors d'état de nuire sur le terrain par les policiers parce qu'ils n'en ont pas tout simplement l'ordre. Mais si les policiers rentrent vraiment dans les quartiers nord, par exemple de Marseille, vont dans les immeubles chercher la drogue, chercher les armes, ça va pas se faire doucement et calmement. Et effectivement, à ce moment-là, parce que sans cesse, il y avait aussi Samia Ghali qui avait dit il faut l'armée. Très bien, l'armée. Il y a le grand fantasme de l'armée, qui n'est pas faite du tout pour ça. Elle est de gauche. Alors déjà, elle n'est pas faite pour ça. Elle est de gauche, Samia Ghali. Et l'armée, elle n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre. Donc l'armée, quand on elle est là pour ouvrir le feu. Elle réplique. Donc le problème, c'est qu'on demande à l'armée de le faire, mais on n'assumerait même pas de demander aux forces de l'ordre de passer déjà au stade supérieur. Donc la guerre, en fait, elle n'est menée que d'un côté. La réponse de l'État n'est pas là, parce que les conséquences politiques seraient trop lourdes à porter. Donc pour le moment, on compte les morts, mais toujours du même côté. Il y a Rachel Kahn. Oui, mais les conséquences politiques seraient trop lourdes parce qu'il y a l'instauration d'une contre-société, pas seulement avec de la criminalité, mais une puissance de substitution, avec une économie parallèle, des règles parallèles, une hiérarchie parallèle, une question de territoire où s'installe la violence, avec une fascination de cette violence. Et donc, en réalité, l'enjeu, c'est un enjeu de souveraineté de nos territoires. Éric, dernier mot là-dessus, on avance, après on aura terminé le chapitre oui, narcotrafic. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du projet Riposte. Bon, moi, je prétendais... par Laurent Nunez. Oui, de Laurent Nunez. Je prétendais qu'il faisait le tour du propriétaire des sujets qui nous assaillent en termes de violence. Bon, alors maintenant, on entendait Jean-Christophe Couvi, ce policier syndiqué, qui nous expliquait que les moyens ne sont pas là. Et puis que, surtout, Louis de Ragnel le soulignait, c'est qu'en fait, quand on arrive au bout d'une logique et qu'on ne peut rien faire de plus que finalement rafistoler des projets de loi qui parfois ou des lois qui n'ont même pas de décret, en fait, ça nécessite peut-être un grand bond en avant qui est celui de... Sortir du cadre, donc de modifier notre constitution. Gauthier, rapidement. Et puis je voulais juste dire un mot sur le Maroc, effectivement, puisqu'on a extradé le fameux chat qui est jugé actuellement en disant que effectivement le président français avait reconnu la supériorité du Maroc, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui nous avait fâché pour de bon la crise avec l'Algérie. Mais moi je pense qu'il a très bien fait et que ça n'a juste rien à voir, les relations avec le Maroc et l'Algérie, puisque le Maroc n'est pas un régime preneur d'otages. Il n'y a pas de Christophe Glaise et de Boualem Sansal au Maroc. Le Maroc ne rajoute pas des couplets anti-français dans son hymne national, et que ces deux histoires n'ont strictement rien à voir, et que c'était une erreur française sous François Hollande. Bien sûr, parce que généralement un président de droite s'entend bien avec le Maroc et se fâche avec l'Algérie. Un président de gauche s'entend bien avec l'Algérie et se fâche avec le Maroc. Et un président centriste a réussi à se fâcher avec les deux.